Bonsoir à tous. Bonsoir Idargos. Bien, allons-y pour la Calabre normande. La Calabre n'est pas la Sicile, tout à fait. Nous sommes sur une vidéo assez courte et spéciale. Alors, spéciale non pas tellement sur le fond et sur la forme, mais par son caractère intrinsèque et volontaire d'introduction. Voilà pourquoi on aura cette dose homéopathique de Roger et autres Tancred. Et je crois qu'après 2026, on pourra laisser tranquille le Mezzogiorno et la Calabre parce qu'on va en reparler longuement. Particulière donc et courte, disons que l'on aura 5 vidéos dans un même espace géographique pour l'année, plus ou moins fouillées et longues, mais enfin toutes seront plus fouillées et longues que la présente vidéo, d'où les termes employés. Mais quelque part, au global, c'est un petit peu une illustration, toutes ces vidéos, non pas de mon travail en tant que tel, mais de comment je fonctionne en général aussi en dehors de ce dernier. Parfois, quand j'ai proposé une foire au livre, il y a de cela quelques années, les plus vieux d'entre vous s'en souviendront, c'était après un certain temps et un nombre de lectures passées sur un sujet, mais je ne faisais qu'une seule vidéo. Là, c'est à la fois pareil et différent puisqu'on s'offre une grande balade dans le temps et dans un lieu, mais cette fois, eh bien, je vais en tirer plusieurs restitutions parce que c'est ma chaîne et que je suis moins limité. Si j'ai envie de faire 3 vidéos de 3 lectures, je le fais. Je n'ai pas à craindre de lasser un autre, je suis chez moi. Donc par contre, en l'espèce, pour cette vidéo et cette vidéo seule, c'est un petit travail bouche-trou, passez-moi le terme, que j'avais préparé au cas où, et plutôt dans l'introduction du reste. Donc cette vidéo, c'est pas quelque chose de trop lourd non plus. Pourquoi ? Bien parce que mon programme est assez bien cadré, les fameux tableurs, mais parfois, en de rares occasions, je me retrouve avec un trou à combler parce que là-bas, j'avais prévu des vacances ou un week-end d'absence. Et c'est surtout que j'étais parti, on va dire, avec l'idée initiale, en cas d'absence, de faire des pauses parfois, et qu'en fait, mon staccanovisme maladif me rattrape. Et l'idée d'avoir des semaines vides me rend physiquement atteint. Hein. Je me sens coupable de ne pas assez travailler pour vous. Donc en conséquence, c'est un acte d'onanisme en introduction. Alors l'onanisme et l'introduction faisant plutôt lit à part habituellement. Travail d'introduction sur le Moyen-Âge et surtout pour la prochaine vidéo historique. C'est un petit peu le bonus, mais nécessaire je crois pour resituer le cadre et ne pas avoir à le faire la prochaine fois. L'idée est donc de savoir un peu où on est, ce qu'il se passe dans un monde dont on a parlé bien un petit peu incidemment dans la foire au livre sur Alexis Comnène il y a très longtemps, puis la vidéo Une histoire au lit sur les vêpres siciliennes l'an dernier. Il fallait que je trouve un petit peu le moyen d'ouvrir le bal avant une vidéo plus anthropologique sur les populations grecques de l'Italie méridionale dans un temps long, du 8e, 9e au 15e en gros, puis avant que l'on ne fasse un saut temporel pour aborder ce monde méridional en évolution dans une période entre 1750 et 1850, pour faire simple, au travers donc des 3 dernières vidéos sur le sujet. Et donc, de tous ces travaux, celui du jour, c'est le seul qui soit assez court et concis, enfin tout est relatif. Normalement, le youtubeur moyen vous fait ça en 20 minutes, douche comprise, mais moi, comme vous le savez, je suis plus rue Saint-Denis que la Jonquera, donc voilà, étant donné que mes clients sont des vieux copains, je vais prendre mon temps pour vous présenter tout ça. Alors, une fois tout cela dit, quelque part, l'introduction va ressembler aux autres, puisqu'on va toujours planter notre tente en Italie méridionale. Alors pourquoi la Calabre plus spécialement sur certaines vidéos, 3 sur 5 en l'occurrence, par raison familiale, disons cela comme ça, même si je ne suis qu'une pièce rapportée, mais aussi parce que c'est un endroit qui est quasiment inconnu jusqu'au 19e. C'est aussi un des intérêts de la chaîne que de sortir des sentiers battus. Ensuite, ça permet l'alternance des sujets sur un même territoire sous des optiques civiles et militaires, vous avez les deux, et surtout sur un temps long, puisqu'on va s'étaler sur 1000 ans d'histoire à travers nos différents propos, sur plusieurs mois.
Pour arrondir très grossièrement, une période, j'ai dit 850-1850, c'est plutôt 800-1900 on va dire, mais bon ça c'est sans importance. Ça permet de retracer un peu les continuités, les disparités, les disparitions, les résurgences, les dominations, la culture, les mentalités, en s'intéressant eh bien, à tout ça sur le temps long, à l'histoire militaire, à toutes les élites, à la langue, aux coutumes, aux religions, au rapport aussi à l'altérité. Voilà, c'était un petit peu mon but. Même si peut-être que le temps entre chaque présentation, leur discontinuité chronologique et thématique, tout cela rendra peut-être in fine un aspect un peu fouillis et que certains thèmes seront peut-être plus intéressants que d'autres pour vous. Avec donc 2 points principaux dans la chronologie, le Moyen-Âge et la période révolutionnaire au sens large, hein, qui court, pour moi en tout cas, de 1789 à presque 1920 au moins, avec le monde bolchevique, en tout cas à mon sens. Alors le contexte historique, nous le connaissons au moins vaguement, j'imagine, c'est celui de l'établissement du pouvoir normand en Italie méridionale au mi-temps du XIe, un pouvoir qui s'établit au détriment des Byzantins en premier lieu, mais pas seulement, qui va former un état original et finalement assez court. Quant à dire marquant, bien écoutez, je laisse l'historiographie en être juge et le goût de chacun se prononcer. Pour une conquête, elle est aussi eh bien, assez courte d'ailleurs, si l'on exclut la Sicile, qui de tout temps a donné du fil à retordre aux conquérants, sauf peut-être à Garibaldi et aux Américains. Mais se pose la question des modalités d'établissement du nouveau pouvoir et, en complément d'un dimanche historique, de surcroît son établissement dans le territoire de l'Italie méridionale le plus grec de tous. Le comment cet établissement et l'impact, ce que grec veut dire, ça nous le verrons sur une étude qui s'étale le long de plusieurs siècles à la fin du mois prochain. Voilà, donc on va voyager un petit peu avec, je pense, une idée en tête, permettre de voir comment s'établit le pouvoir normand, parce que derrière l'histoire, rien n'est magique, hein, et quelle place est réservée à la Calabre dans cette construction. Et dans cette optique, cela nous dit-il quelque chose ou non sur ce qui est à venir plus tard dans l'histoire de cette région? Voilà. Eh bien, allons-y avec le sujet et son corps et son cœur, on va dire, principaux. Et d'abord, faisons une rapide histoire avant la conquête et l'arrivée des Normands. Alors, on ne va pas remonter trop loin, on va ne garder ici que les grandes lignes utiles pour resituer le cadre. On sait que l'Italie a été l'objet, en tout cas vous le savez, puisque j'ai fait une vidéo sur le sujet il y a très longtemps, on sait que l'Italie a été l'objet d'une reconquête byzantine sous Justinien, reconquête très vite grignotée par les Lombards dès la fin du VIe. Lombards qui s'installent bien principalement autour de la Lombardie, bien entendu, donc le nord de l'Italie, et puis autour des duchés de Spolète et de Bénévent, duché de Bénévent duquel sera issue par la suite la principauté de Salerne en descendant vers le sud, on le verra plus tard. Donc l'exarcat de Ravenne, que vous voyez ici en image, exerçant son pouvoir, disons, en partie théorique sur l'Italie, cet exarcat disparaît en 751, et donc on se retrouve avec un vide, mais une présence impériale maintenue sur le sud de la Botte, sous la responsabilité du stratège de Sicile. Il n'empêche eh bien, qu'existe un duché de Calabre né au VIe siècle avec son dux. Vous voyez ici vers 750, juste avant la fin de l'exarcat. C'est une période moins connue, difficile pour la présence impériale, période moins connue que l'on va aborder en règle générale en vidéo et qui est une période de pauvreté textuelle dans l'Empire. Donc toujours cette présence impériale, mais une présence difficile. Le sud de l'Italie est soumis à de nombreuses attaques sarrasines dès la fin du 7e. Je vous rappelle que Carthage tombe définitivement en 698. Reggio est prise, Bari est prise puis conquise par Louis II le Germanique. Hein, c'est le Saint-Empire cette fois. Otrante est prise et surtout la conquête de la Sicile commence à partir de 827 par les musulmans.
Enfin bref, une période de déclin qui s'explique par des problématiques dont nous avons probablement parlé dans la tier list des Basileus, dont on reparlera d'ailleurs dans une grande vidéo, jusqu'à l'arrivée au pouvoir de Basile Ier le Macédonien en 867. À cette époque, la Sicile est presque entièrement conquise, Rente et Bari sont perdus, de nombreuses villes côtières sont occupées en Calabre par les Sarrasins, c'est donc pas terrible, mais c'est grec quand même. Donc quelle mesure, encore une fois, nous le verrons dans quelques semaines. Même si cette période, on va dire, précoce n'est pas forcément le cœur du sujet. Là, donc, sous Basile, on reprend les villes, on reprend les territoires, on envoie 30 000 hommes reconquérir la Calabre, et en 880, la puissance byzantine se rétablit. La présence grecque se réaffirme aussi puisque les Arabes conquièrent donc en même temps la Sicile, et en conséquence, eh bien, on a ce vase communicant, les gens du cru vont se barrer vers l'Italie continentale dans les décennies, voire siècles qui suivent en fonction des circonstances. En gros, en 885, Pouille, Calabre et Basilicate sont reprises, notamment par Nicéphore Phocas l'Ancien, le père du Nicéphore Phocas empereur, dont Blois parlait longuement et dont nous avons parlé aussi dans une itération d'un livre éolien. Après finalement une reprise de Reggio en 918, on paye tribut aux Arabes et la situation se tasse. Disons que ça n'a plus la même ampleur, on a des raids et des pillages toujours, mais l'intégrité territoriale du territoire n'est plus menacée. Disons cela comme ça. Donc vous voyez ici les trois thèmes. Alors le thème de Lucanie n'existe que pour un très court laps de temps au milieu du XIe, ça appartient en fait plutôt à la principauté lombarde de Salerne. Donc on rétablit des thèmes sur place, en Italie méridionale, donc au milieu du Xe, entre 938 et 956. Je passe sur les détails de changement de nom et autres, et on met en place en 965 ce que l'on appellera le Catepana d'Italie, qui est une sorte d'exarcat du Sud, donc avec des pouvoirs étendus pour faire face aux menaces venues de la Sicile avec les Arabes, mais aussi du Nord avec les Lombards et le Saint-Empire et ses ambitions méridionales, avec, disons, une sorte de super-intendant au-dessus des stratèges qui existent. Je vous mets la carte en l'an 1000, voilà, c'est à peu près plutôt à ça que ça ressemble, ce thème de Lucanie, ayant une existence plus qu'éphémère. Même si, en plus de ça, dans les faits, le Catépan d'Italie remplace plutôt le stratège de Longobardie, en plus de son titre suprême. La Longobardie étant bien l'Apulie, voilà, que vous voyez, disons la face arrière de la botte et son talon. Le thème de Calabre, lui, eh bien, vient remplacer un thème de Sicile qui n'existe plus et garde a priori son stratège. Alors, vous avez ici une carte romaine. Pourquoi ? Eh bien, parce que la Calabre en elle-même connaît une terminologie changeante et une géographie mouvante selon l'époque où l'on se positionne. C'était le Brutium romain. C'est aussi d'ailleurs l'origine du nom Italie, semble-t-il, par les Grecs, peut-être un peuple qui habitait la zone. Alors que donc, la Calabre des Romains, c'est le Salento actuel, c'est-à-dire la pointe extrême du talon, avant que ça ne devienne un nom équivalent pour les deux zones, puis pour la seule Calabre que nous connaissons après la conquête lombarde. Donc déjà, au niveau de la terminologie, ça n'est pas simple. Lorsque dans le monde romain, on parle de Calabre, eh bien on parle du talon de la botte et de ce que nous appelons le Salento aujourd'hui. Et ensuite, quand on parle du territoire du thème et autres, dans les temps anciens, ça correspond souvent à la Calabre méridionale géographique, ce que l'on appelle la Calabre ultérieure, donc le sud de la Calabre grecque, on va dire avec une limite, alors je ne sais pas si on voit très bien sur la carte, si vous voyez ici Crotone, on va dire que c'est ça la limite maximale, alors que le nord, la Calabre citérieure, est plutôt latine. Mais bon, moi je vais parler de Calabre en général quasiment tout le temps pour simplifier, on ne va pas s'embêter. On va donc continuer à avoir pas mal de guerres. Othon II va envahir l'Italie méridionale en 980 avant d'être battu par les Sarrasins en Calabre, au Cap Colonne en 982, avec d'ailleurs le soutien des Byzantins. Même chose pour les musulmans qui continuent leurs prédations diverses et variées jusqu'au milieu du XIe. Voilà, grossièrement, restituer cette temporalité et cette géographie, mais vous avez une petite idée de là où on se trouve. Du point de vue, on va dire, chronologique et événementiel, dans le détail du monde dans lequel les gens vivent, ça on en reparlera dans un mois.
On a ensuite encore une fois un mouvement au 10e et 11e de repeuplement par les émigrés de Sicile, puisque la conquête de l'île par les musulmans est quand même assez longue. Une phase de reconstruction de cités et de forteresses par l'Empire, avec une population majoritairement grecque, mais au vu de sa position, des relations, on va dire, de communication difficiles, avec tout ça, une grande autonomie par rapport à Constantinople. Voilà pour le contexte à l'arrivée des Normands, parce qu'il ne faut pas oublier que ces derniers arrivent très tôt dans le sud de l'Italie et qu'ils vont jouer un rôle très rapidement après avoir commencé à servir comme mercenaires. Donc venons-en à l'arrivée normande. Et oui, parce que très vite arrivent les Normands qui vont faire une conquête complètement anarchique, sans plan ni organisation réelle, en tout cas au début. Alors comment et pourquoi, pareillement dans les grandes lignes. Peut-être que un jour, pour compléter tout ça, je ferai un boulot sur les États normands d'Orient et la Méditerranée. Et là, Hydargos, tu auras ton compte de Roger, Bohémond et autres Tancrède. Mais là n'est pas tout à fait le sujet. Pourquoi ce mouvement? C'est assez simple. Du début à la fin, ce sont d'abord des cadets en manque de terre qui se pointent, ou issus de seigneurs de rang modeste, mal pourvus dans leur territoire d'origine, parce que les fiefs se sont multipliés dans un duché de Normandie, densément peuplé, en tout cas pour l'époque. Ce sont aussi des chevaliers en quête de fortune et d'aventure, souvent d'ailleurs en fuite devant le pouvoir ducal normand, puisque ce dernier était assez solidement implanté pour être en mesure de bannir les opposants politiques. Je rappelle que Tancrède de Hauteville, voilà un premier Tancrède, à titre d'exemple, le patriarche d'origine de la famille, en tout cas des émigrés les plus célèbres, il a un petit patrimoine et 12 fils à caser. Encore que, en plus de cela, les Normands ne représentent pas tous ceux qu'on appellera Normands. Dans le tas, on a des Bretons, des Francs, des Flamands. On estime qu'ils représentent un bon tiers des arrivants et de ceux qu'on appellera sous le vocable de Normands. Enfin bon, voilà, vous imaginez les multiples raisons qui peuvent inciter un homme du temps à se lancer dans cette aventure de conquête lointaine. Mais là, bien sûr, à l'inverse de la croisade, ça donne lieu à aucune théorie décoloniale, étrangement. Peut-être parce que c'est de la merde leur théorie. Alors, l'arrivée des Normands se perd dans plusieurs directions, très sommairement là aussi. On parle de pèlerins de retour de Jérusalem en 999 qui vont mettre une trempe aux Sarrasins à Salerne, événement qui est rapporté quelques dizaines d'années plus tard dans la chronique d'Aimé du Mont-Cassin, ou alors d'une arrivée de pèlerins normands en 1016 venus à la base au sanctuaire de Gargano et qui vont être convaincus par un seigneur lombard en révolte d'affronter les Byzantins. Ils seraient revenus chez eux ensuite en vantant les mérites du territoire sur lequel ils avaient combattu, sans d'ailleurs que cela ne puisse pas être combiné, et sans que cela ne soit les seules traditions évoquées, mais peu importe, vous comprenez au global l'idée des éclaireurs qui rapportent la nouvelle, il y a une terre, il y a de la place, et en face des armées et des pouvoirs modérément puissants. En définitive, même sans plan, les Normands, d'abord appréciés comme mercenaires pour leur cavalerie notamment, vont jouer des dissensions entre latins, lombards, grecs et musulmans. Leur première action militaire dûment attestée prend place en 1017, aux côtés des Lombards. Alors, Lombard, qui est peut-être un terme un peu abusif 400 ans après leur arrivée, mais encore une fois, c'est une chose que l'on évoquera dans un mois, qui est Lombard, qui est grec. Donc, aux côtés des Lombards contre les Byzantins, dans le cadre de la révolte de Mélo de Bari contre le Catépanat d'Italie. Disons, pour faire simple, que c'est une grande phase de révolte qui naît à Bari et qui dure de 1009 à 1022, mais qui ne nous concerne pas directement pour notre propos, en tout cas en profondeur. Après une grande série de victoires qui mettent en péril le contrôle byzantin, c'est finalement une déroute pour les Normands à Cannes, dans les pouilles actuelles, sur les mêmes lieux que la bataille d'Hannibal. Normands que l'on retrouve néanmoins tout aussi vite de l'autre côté du Manche, à la garde de la cité nouvelle de Troia, fondée par les Byzantins pour surveiller l'entrée de la plaine des Pouilles. Et donc on comprend tout de suite l'idée chez ces derniers, peu importe le camp, tant qu'on gagne d'un côté ce qu'on perd de l'autre. Mais ce n'est pas encore quelque chose de réfléchi, et c'est une utilisation de ces derniers vraiment pour leur qualité guerrière en tant que mercenaires. Alors les décennies suivantes dans le sud de l'Italie sont vraiment très très bordéliques, et dès le début des années 1030, en contrepartie des services rendus à Serge IV de Naples, eh bien Rénulfe Drango devient comte d'Aversa. Vous le voyez, la ville d'Aversa au nord de Naples sur la carte.
la première seigneurie normande en Italie du Sud, et eh bien vient alors l'afflux continuel, bien que limité, de Normands et autres aventuriers, qui agrandit toujours plus ses troupes. Enfin, qui agrandit toujours le nombre de Normands dans le coin plus précisément. Hein, on estime, alors comment les spécialistes font cette estimation, je n'en sais rien, mais on estime que ce sont 300 à 500 hommes qui arrivent chaque année d'Occident au cours du XIe siècle. Alors ça peut sembler un chiffre assez faible sur une année, si vous multipliez par un siècle, hein, voilà, vous avez 30 à 50 000 hommes qui arrivent, on va dire, au sens large du nord de la France, vers le sud de l'Italie au XIe siècle. Donc ce Drango est même confirmé dans sa possession par l'empereur du Saint-Empire romain germanique en 1038, puisque son territoire, comme vous le voyez au nord de Naples, ne dépend pas eh bien, de Byzance. Les Normands rejoignent ensuite à nouveau les Lombards, où ils vont mettre des branlées terribles aux catépans d'Italie pendant la révolte de l'Apulie, signe de leur sens politique, puisque juste avant, ils avaient été au service des mêmes Byzantins pour tenter une reconquête de la Sicile en 1040, souhaitant finalement eh bien, maintenir un équilibre des forces dont ils pourraient profiter, et souhaitant aussi cesser, de par l'exemple de Drango, eh bien, cesser d'être de simples mercenaires. Et à partir de là, par habileté politique, par réelle solidarité ethnique aussi, la conquête va aller très vite. Dès la décennie suivant l'établissement à Aversa, le pouvoir normand est installé en 1042 sous Guillaume de Hauteville, Guillaume Bras de Fer, hein, de son surnom, gagné en combattant les musulmans en Sicile pour le compte des Byzantins. Il devient en effet comte d'Apulie, et décerne à ses compagnons des seigneuries vassales, c'est ce qu'on appelle le partage de Melfi, que vous voyez ici à l'écran, et l'on va pouvoir se lancer à la conquête de la Calabre et des autres régions par la suite. Cet établissement de Guillaume de Hauteville se passe dans le contexte dont j'ai parlé juste avant, où l'Apulie est en révolte et où les mercenaires normands eh bien, estiment finalement avoir été injustement traités par les Byzantins en Sicile. C'est donc la conjonction de ces deux éléments qui conduisent in fine à la fin de la présence impériale en Italie en une petite trentaine d'années. L'établissement a donc été météorique, la conquête sera très rapide, comme d'ailleurs le déclin. Par contre, vous le voyez, ce qui est important, et sans s'apesantir non plus là-dessus, c'est un comté très divisé, et surtout avec de grands féodaux, ce qui aura son importance dans notre histoire. Néanmoins, quelle place pour la Calabre dans les textes ? Eh bien, malheureusement très restreinte. En effet, avec la phase de conquête qui commence réellement après la mort de Guillaume en 1046 et la succession par son frère Drogon, les rivalités et soubresauts politiques contemporains et la conquête de la Sicile par après, quelques dizaines d'années après, eh bien, retiennent en fait bien plus l'attention des chroniqueurs dans les années qui suivent. Même si l'on sait que Robert, qui est le demi-frère de Drogon, qui devient Guiscard, hein, le rusé, commence à y mener des raids à partir de 1048. Mais on n'a pas beaucoup plus d'informations, et c'est une autre forme d'histoire que l'on fera sans doute à nouveau, c'est-à-dire l'histoire du silence derrière les grandes batailles et les grandes figures, silence qui bien ne traduit pas forcément l'importance ou la non-importance, mais en l'occurrence l'importance d'un rouage fondamental dans la mécanique ici de transformation du duché de Pouille, successeur du comté d'Apulie, en royaume de Sicile, et du pouvoir politique normand de conquête et de domination vers eh bien, ce royaume de Sicile abouti et exemplaire du Moyen-Âge occidental vanté par les chroniqueurs et les historiens. Vous voyez ici la petite ville de Stillo en Calabre, et dont j'ai parlé dans la tier list des Duomo, avec sa petite église byzantine typique. Dans son jus, il n'en reste pas tant que ça. La Calabre, on le verra, est une province hellène, j'insiste sur le terme, en tout cas à cette époque, à la géographie complexe, ça n'a pas changé, isolée dans son substrat byzantin et relativement délaissée par les hautes villes très rapidement, où vont y végéter par la suite les cadets, mais elle a eu son moment quand même et son importance. Mais revenons d'abord à l'histoire de l'établissement des Normands. Et eh bien, au moment où Drogon s'apprête à porter l'estocade, il est assassiné en 1051 par un grec, et l'on en vient à son frère Onfroy et à la coalition anti-normande entre byzantins, papes et impériaux, qui culmine à Civitate, qui est une des batailles qui font un peu basculer l'histoire, mine de rien, je pense qu'on peut le dire. Alors, quid de cette bataille ? Eh bien, nous sommes
le 18 juin 1053, et on a donc un pape Léon IX inquiet qui réunit une coalition contre les Normands pour les chasser. Une coalition hétéroclite de seigneurs italiens, lombards et byzantins, et même un contingent du Saint-Empereur romain, les Byzantins devant arriver par le sud et le reste par le nord, hein, c'est géographiquement logique, j'ai envie de vous dire. Sauf que les Normands vont réunir très rapidement leurs 3000 cavaliers et 500 fantassins et vont battre les Byzantins avant de se tourner vers le reste. Ils remontent vers le nord, avec à peu près ce nombre d'hommes de départ, contre 6000 cavaliers et fantassins pour le pape. Je passe sur les détails, mais ils vont écraser l'armée papale. Les seuls qui leur donnent un petit peu de mal, ce sont les chevaliers souabes à pied, qui vont commencer par découper les chevaliers normands et qui vont finir par se faire tuer sur place quand ils terminent seuls dans la mêlée. D'ailleurs, pour l'anecdote, avant la bataille, les chevaliers souabes à pied se moquaient des Normands, ils trouvaient que c'était des nains montés sur des poneys, comme quoi on est toujours le nain de quelqu'un, même quand on vient de la Scandinavie. À partir de là, donc les Normands ont les mains libres pour la conquête de l'Italie méridionale et deviennent même les alliés du pape qui se voient obligés de reconnaître leur pouvoir de facto et de jurer un petit peu par la suite. Venons-en donc à la conquête de la Calabre. Alors déjà, il faut le dire, on ne peut pas parler de tout. J'ai choisi un duo militaro-civil sur le Moyen-Âge, même chose sur la fin du XVIIIe et le début du XIXe avec une conclusion sur la période de l'unité italienne. Mais choisir le biais calabrais permettait un petit peu de fixer des bornes dans cette grande histoire de la conquête normande pour dresser au moins un contexte pour le travail un petit peu plus approfondi à venir. Et ici la carte chronologique de la conquête normande de l'Italie du Sud. Sa première originalité à la Calabre, c'est celle d'une conquête militaire, là où le pouvoir normand s'était auparavant établi en récompense territoriale de services rendus et grâce à des liens politiques, diplomatiques et maritaux. La conquête, c'est le choix d'un destin. C'est aussi la direction d'une armée qui n'est plus la compagnie de chevaliers normands égaux agissant pour eux-mêmes au service d'un plus puissant, mais il s'agit de mercenaires et de levées soldés, normands, certes, mais aussi latins, grecs, musulmans, voire même slaves, hein, puisque l'Italie du Sud est un assez sympathique melting pot. Ce n'est pas une armée du lien féodal encore, ce sont des milites payés ou rétribués par la concession de terres. Vous avez ici la carte de la conquête de la Calabre en elle-même. Alors en sus, cette conquête est réalisée avec un enchaînement précis, construction de fortifications, attaque sur les zones alentours, nombreux pillages pour faire plier la ville et la campagne, et in fine, Fédus, passé avec les cités, soit serment de fidélité, de tribu et de service. La tactique suivie tient à un élément dont nous reparlerons, l'indépendance calabraise, pour parler poliment, l'abandon du pouvoir central byzantin, pour parler plus clairement. Aucune armée byzantine ne s'y trouve, aucun réseau de solidarité n'existe entre les villes, pour des raisons de pratique autant que pour des raisons géographiques. Géographie qui rend aussi les quelques bourgs éminemment importants, puisque les zones de campagne sont relativement peu peuplées, et chaque bourg emporte avec lui, on va dire, un hinterland très important. Si vous voyez des zones blanches sur la carte, c'est normal, il n'y a rien. Ce sont des montagnes avec personne, puisque vous avez de l'Aspromonte au Pollino du sud vers le nord, des montagnes qui coupent littéralement la région en deux. Et attention, hein, c'est des montagnes, c'est plus de 2000 mètres. Hein. En gros, c'est, pour ceux qui connaissent un petit peu la géographie italienne, c'est la fin sud des Apennins qui traversent quasiment toute l'Italie. Bref, chaque ville se défend localement, vieille tradition, et l'on aura quelques sièges, mais jamais de bataille en race campagne dans cette conquête. On aura 2 sièges principaux à Reggio et Squillace, dans une campagne, comme j'ai dit, marquée par le peu de vigueur défensive. Elle démarre méthodiquement, cette conquête de la Calabre, en 1056, sous l'égide donc de Robert Guiscard, qui est devenu comte d'Apulie, et dès 1059, ou disons au maximum 1060, elle est terminée. Campagne facilitée dans cette province autonome qui connaissait à ce moment-là en plus une importante sécheresse et de nombreux troubles internes. C'est donc une conquête
militaire, mais face à une absence de résistance réelle, et in fine plutôt une substitution qu'une conquête de pouvoir qui en découle. La guerre se poursuit encore un peu, on aura une tentative de reconquête sous Constantin Doukas pendant 2 ans, mais qui finit par être battue. Et on le sait, ou vous ne le savez pas, peu importe, mais en 1071, avec la chute de Bari, eh bien, tout est fini pour Byzance en Italie du Sud, même s'il reste quelques villes impériales mineures pendant une décennie en Italie continentale, mais voilà, la présence impériale en Italie du Sud, eh bien, elle est terminée. L'implantation normande en Calabre ne se fait pas au hasard. Il n'existe pas encore dans le territoire de châteaux à l'occidental, nous sommes dans un territoire byzantin, mais des bourgs fortifiés principalement, qui seront utilisés pour assurer une emprise et une domination sur les territoires moins peuplés. L'investiture féodale qui est faite en Calabre est stricte, elle n'est pas comme en Pouille la reconnaissance d'un état de facto, et avec, semble-t-il, seule légitimité au duc d'Apulie et de Calabre, on va y venir, pour la construction d'ouvrages défensifs. Je vous ai mis ici le château de Stilo, que je crois avoir vu, mais je suis plus sûr que ce soit celui-ci, mais je suis quasiment sûr, peu importe. Les concessions de terre en Calabre évitent les domaines territorialement trop importants et morcellent aussi les possessions. Comme on l'a dit, c'est un parent pauvre, on y trouve assez peu de familles nobles normandes connues qui s'y installent, on trouve parfois même de simples hommes de troupes récompensés de terre pour y pallier. Et bien entendu, la classe dominante bureaucratique, publique et privée et citadine reste encore pour un temps italo-grecque. Donc un monde rural normand et un monde citadin italo-grec en termes de domination, ce qui ne veut pas dire encore une fois population, hein, qui sera l'objet du dimanche historique à venir. Qui dit cohabitation des corps, dit aussi cohabitation des esprits. On va brosser aussi dans les grandes lignes, puisque, à l'instar du reste, qui dit population italo-grecque dit politique en conséquence. Alors on peut parler de latinisation, on peut parler de cohabitation, on peut parler de survivance grecque selon l'auteur. Comme d'habitude, hein, tout le monde part des faits qui sont les mêmes pour tous, et ensuite en tire des conclusions différentes selon leur interprétation. Il est certain que Guiscard a prêté serment au pape en 1059 lorsqu'il est fait duc d'Apulie et de Calabre. Il va donc latiniser les métropoles, c'est-à-dire les faire retourner sous l'autorité du pape, hein, même si certaines avaient déjà un prélat latin par ailleurs dans le Mezzogiorno, créer des évêchés latins aussi, et il semblerait qu'en 1100, la latinisation des évêchés soit terminée ou presque. Ce qui n'empêche pas que certains résistent et que l'évêque soit parfois toujours italo-grec, et surtout que par ailleurs le clergé grec inférieur soit maintenu. En fait, ce qu'il faut comprendre dans cet aspect religieux et dans les termes que l'on emploie, c'est que l'on substitue plus une hiérarchie qu'un rite. Encore une fois, on y reviendra, c'est normal, on en reparlera, mais c'était aussi un phénomène connu sous les Byzantins, lorsque la population est essentiellement latine, l'évêché latin n'est pas forcément rattaché à un évêché impérial. Même chose, alors vous voyez ici les ruines du monastère Saint-Élie-le-Vieux, même chose avec le monachisme régulier, on va créer des monastères latins, souvent par le duc lui-même, ou en tout cas par l'autorité laïque, et l'on va tenter de faire passer les monastères grecs sous le contrôle de ces grands établissements. Contrôlés, mais pas disparus donc, voilà, loin de là, comme pour le clergé séculier. C'est un système de coexistence qui ne pose d'ailleurs pas de problèmes insolubles, encore une fois on le redira. Ceci étant, avec le clergé régulier, nous sommes dans une entreprise différente du clergé séculier, celle de la destruction de centres d'influence. Il faut créer des abbayes ou monastères latins et tenter de limiter l'influence des établissements grecs. Mais les raisons, elles ne sont pas ethniques ou cultuelles. Je veux dire culturelles, mais cultuelles marchent aussi, elles sont avant tout politiques. Et par ailleurs, en dernier point, ce qui est très important, c'est qu'il faut préciser le partage de la Calabre. Parce que Robert Guiscard conquiert seul l'extrême nord de la Calabre, est devenu comte d'Apulie en 1057, confie à son frère Roger, futur Roger Ier, la conquête du reste du comté de Calabre et le titre y afférent, quand lui devient duc d'Apulie et de Calabre. Conquête de Roger avec l'aide de son frère jusqu'en 1059, bon, qui n'est pas sans friction. En fait, derrière la réalité, derrière les titres, les actes et les dates est importante.
Robert Guiscard ne semblait pas pressé de confier des terres à son frère et avant sa mort, mis à part le fief de Mileto au sol Roger, le sud de la Calabre était en fait partagé en un condominium entre les deux frères et le nord restait propriété intégrale du duc. Alors on verra, c'est la conquête de la Calabre par les Normands, vous voyez Mileto hein, qui est au sud de la Calabre, on va dire vers les doigts de pied de la botte. En gros, pour que vous compreniez, Reggio est la capitale du duché de Calabre de Robert, qui est donc duc d'Apulie et de Calabre, et le comte de Calabre règne en fait à partir de Mileto sur une indivision de la Calabre méridionale. Son seul territoire propre, son fief, c'est Mileto, et il règne, disons, sur une moitié du sud de la Calabre et rien de plus. Alors à partir de là, l'auteur de la longue étude dont je me suis servi, en fait, un centre du pouvoir ducal plus infirmé que la Pouille, et en conséquence donne à la Calabre une importance marquée dans la fondation de l'État normand. Alors là-dessus, je n'affirme rien, je n'infirme rien, c'est sa thèse. Et donc, quatrième partie, la Calabre comme fondatrice de l'État normand. Alors, c'est vrai, il n'est sans doute pas innocent que le traité de Melfi avec le pape Nicolas II en 1059, qui donne investiture ducale sur l'Apulie et la Calabre à Robert Guiscard, corresponde en fait à la prise des dernières villes de Reggio et de Squillace en Calabre par les Normands. On pourrait penser à une lapalissade, mais non. C'est cette conquête de la Calabre qui fait le duc auprès du pape. Le premier comte en Apulie, on l'avait dit, hein, Guillaume Bras de Fer, est élu en 1042, donc voilà, on est encore élu entre pairs à cette époque-là chez les Normands. Bon, on discute sur le fait que le titre comtal ne soit réellement clair qu'en 1047 avec l'investiture féodale de l'empereur Henri III, faisant de Drogon son successeur à Guillaume, non pas le seul Normand comte, mais le seul investi par l'empereur avec une emprise territoriale dans la zone. Mais ce qui est clair, c'est que la prise de Reggio et du reste de la Calabre donne un autre visage à l'implantation normande. Le comte, on l'a dit, clame le titre de duc, copie féodale de ce qu'il connaisse et application quelque part à son étendue territoriale, marquant définitivement la prééminence de Robert Guiscard sur ses compatriotes. Alors vous avez ici le duché d'Apulie de Calabre ou de Pouille de Calabre, peu importe. Alors c'est un petit peu plus tard en 1084. Vous avez déjà un comté de Sicile qui existe, ça n'est pas encore le cas à l'époque où l'on parle. Le synode de Melfi, donc en 1059, vient sanctionner la chose et y ajoute un autre aspect. Guiscard étant passé maître du territoire auparavant byzantin, eh bien il est leur successeur de fait et devient leur successeur de droit. Il est légitimé par l'approbation pontificale. Il est donc Dux Apuliae et Calabriae et utroque subveniente futurus Siciliae. C'est un titre féodal qui donne suprématie et suzeraineté sur les autres Normands dans un État indépendant. La Calabre joue donc un rôle moteur dans cette transformation, mais aussi dans l'émergence du royaume futur de par sa position. Alors pourquoi ? Et avant ce pourquoi, je vais me permettre de boire un petit coup, puisque, ma foi, on commence à avoir la gorge sèche. Allons-y. Pourquoi ? Eh bien parce que la conquête de la Sicile commence en 1060 par Roger de Hauteville, donc le comte de Calabre. Jusqu'en 1064, cette dernière est la base d'opération principale de la conquête de l'île et un point de ralliement pour, bien disons, les opérations les plus importantes. Opérations dans lesquelles les levées de Calabre, le service militaire faisant partie forcément des obligations notamment citadines, eh bien ces levées forment une part importante des troupes, des bateaux et des équipages. Les bateaux calabrais sont les seuls utilisés jusqu'en 1071. Les Normands ont certes une tradition et sont arrivés jusque-là, mais ce sont avant tout des chevaliers qui sont arrivés, étrangers aux choses de la mer. La Calabre est donc la source de la puissance navale du futur royaume. De surcroît, le modèle appliqué en Sicile se rapproche du modèle de conquête appliqué en Calabre méridionale, avec une volonté d'éviter la bataille rangée et des traités passés avec les villes importantes si on le peut. Reprend aussi ce qui sera une donnée cruciale sur laquelle nous reviendrons dans la prochaine vidéo, pendant l'époque byzantine, c'est-à-dire les transferts de population, parfois volontaires devant un danger, parfois voulus
par la puissance publique. L'autorité normande va l'employer entre Calabre et Sicile, transfert de population musulmane vers le continent, échange entre Grecs et immigration de grandes familles normandes vers l'île. Et enfin, la Calabre est essentielle culturellement et religieusement. Elle est, encore une fois, nous le verrons, un bastion de l'hellénisme plus que du byzantinisme pur, alors que la Sicile, après plus de 2 siècles d'occupation islamique et une importante émigration, eh bien elle est aux 2 tiers musulmane. Il faut donc trouver un équilibre, c'est-à-dire maintenir le rite grec de populations assez favorables à la stabilité et à la force normande, implanter le rite latin pour satisfaire la papauté, retrouver un terrain connu pour les Normands et ne pas déstabiliser de façon trop importante l'équilibre démographique en faveur des musulmans, ou plutôt en défaveur des musulmans, pour éviter leur révolte en Sicile. De ce point de vue, la Calabre, dans laquelle de nombreux établissements ont été supprimés, établissements religieux, joue un rôle important permettant au trop-plein du monastère régulier grec, ainsi supprimé, de se déverser en Sicile. C'est une complémentarité, la Calabre comme point d'appui pour s'emparer d'une province de grande richesse en comparaison. Vous voyez ici le très beau château Santa Severina. Et finalement, à la suite de la conquête, les 2 provinces sont alors unies en un seul comté, sous l'autorité d'un comte de Calabre et Sicile, avec sa capitale à Mileto, donc en Calabre, soumis lui-même à un duc d'Apulie et de Calabre, mais on va dire dans la continuité byzantine, c'est-à-dire le quasi-complet isolement par rapport aux Pouilles et la capitale ducale. D'ailleurs, je le dis là, peut-être que je le redirai dans la prochaine vidéo, mais ces liens géographiques sont toujours une donnée actuelle, puisque le projet de pont entre la Sicile et la Calabre a enfin été lancé il y a quelques temps, je ne sais pas où ils en sont. Je veux dire, c'est certes une réalité, une proximité géographique, mais qui sous-tend une proximité réelle entre les 2 régions. C'est pas seulement parce que l'on est voisin que l'on est proche, il y a aussi des données géographiques d'accès. La Calabre est plus proche de la Sicile que de la Basilicate à son nord, par exemple. Bref, un gouvernement unique du comté, appuyé par la tradition administrative byzantine, est mis en place en Sicile et Calabre, la force normande appuyée de supplétifs musulmans et d'une population qui s'achemine petit à petit vers l'acculturation. On trouve, c'est un exemple, un émir militaire comme un logotète des finances, c'est-à-dire un titre musulman comme un titre byzantin, ce ne sont que des titres, on peut y trouver un normand en position, c'est là aussi l'opportunisme politique, même si bien les premiers en charge sont souvent des Grecs de Calabre qui sont les plus aptes à l'exercice, notamment de par leur tradition, on va dire, administrative et d'alphabétisation. Et puis aussi la maîtrise des langages, mais ça encore une fois on se plongera dans le sujet. Le gouvernement et la cour sont donc communs aux 2 parties, et l'on voit une aristocratie souscrire des actes aussi bien en Sicile qu'en Calabre. Mais il existe une dualité dans la noblesse normande, une possessionnée des 2 côtés du détroit, plus rare, et une bien seulement possessionnée de l'un des 2 côtés, ce qui n'empêche pas des relations, mais ce qui disjoint les intérêts, en tout cas à terme. Bref, du point de vue curial, administratif, religieux, tout montre que la mobilité est réelle pour passer de l'un à l'autre des 2 côtés, aisance démontrant une union étroite de l'île de Sicile et de la Calabre, tradition continue depuis Byzance. L'union siculo-calabraise, basée sur la complémentarité, est une réalité au moins pour les élites. Pendant tout le gouvernement de Roger Ier de Hauteville, malgré les campagnes en Sicile, la Calabre et son fief de Mileto restent le centre du pouvoir. C'est la Calabre qui est l'exemple administratif et fournit la majeure partie des hauts fonctionnaires grâce à la tradition hellène maintenue. Par contre, la puissance militaire navale et terrestre est plutôt devenue sicilienne. Une autre différence, sans doute la plus importante à terme entre les 2 territoires, est que malgré la titulature comtale, comte de Sicile et de Calabre, les possessions ducales et la présence de ce dernier sont complètement différentes. Si certes, après la mort de Robert Guiscard, Roger de Hauteville obtient la totalité des châteaux de Calabre dont il ne possédait que la moitié contre son soutien au nouveau duc Roger Borsa,
La disproportion reste importante avec la Sicile, totalement sous son contrôle, qui en plus est insulaire, et dans laquelle le duc suzerain ne fera qu'une seule visite en 1086 alors qu'il intervient souvent en Calabre. Pourquoi ? Eh bien parce que, en effet, les révoltes du pouvoir central en Apulie, donc dans le territoire ducal, s'y répercutent souvent et elles ne sont pas dirigées contre le comte, mais contre le suzerain qu'est le duc et sont le fait très souvent d'anciens compagnons de Robert Guiscard, ce qui contribue à déstabiliser la zone. En fait, au fur et à mesure, eh bien, le rapport entre Sicile et Calabre s'inverse. De seule possession qu'était la Calabre, c'est la Sicile, plus sûre, avec une totale maîtrise comtale qui devient la base administrative et militaire du pouvoir, et ce, même si le centre reste encore en Calabre pour quelque temps. Et surtout, le plus important dans cette transition, c'est que le comte de Sicile et de Calabre va finir par changer de statut. Ce qui nous amène à la cinquième et dernière partie, la Calabre comme possession subordonnée. Parce que oui, comme je l'ai dit, petit à petit, la Sicile va donc prendre une part prédominante. Le premier glissement se fait à la mort de Roger de Hauteville en 1101, donc 40 ans après le début de la conquête de l'île de Sicile. Le centre politique est d'abord transféré à Messine et l'intérêt porté à la Calabre diminue grandement. Vous avez ici le palais des Normands. À partir de 1122 et du pouvoir de Roger II, la bascule est complètement faite. La capitale du comté, ce qui est encore un comté, au moins en théorie, est à Palerme, et le cadre administratif devient plus éclaté, ce qui montre une certaine désunion territoriale. Aux côtés des Grecs calabrais dans la haute administration s'ajoute maintenant un personnel hétéroclite, de Siciliens, de musulmans, de chrétiens syriaques, voilà ce que l'on aura plus tard dans le royaume de Sicile, et pour lequel il est tellement vanté. La chapelle palatine de Palerme. Le glissement se répercute sur l'aristocratie qui favorise elle aussi ses possessions siciliennes plus proches de la cour. Les lignages coincés en Calabre sont voués au mieux à une activité régionale sans pouvoir participer dorénavant à la vie curiale. Cette déportation du pouvoir est toutefois essentiellement politique puisque l'aspect démographico-religieux de ce transport est limité. La politique de soutien conditionné du comte siculo-calabrais envers son duc se poursuit, obtenant toujours plus de concessions territoriales contre son appui, mettant fin à la situation de condominium, mais pas encore de sujétion. En 1128, finalement, le comte devient duc et les États normands sont réunis sous la couronne unique de Roger II, qui est fait roi en 1130. Vous voyez ici le comte devenu duc puis roi et le royaume de Sicile en 1154 à son apogée. Reconnaissance de la titulature royale et couronnement qui se fait à Palerme alors qu'il s'était fait reconnaître duc à Reggio, le symbole encore. La Sicile devient le cœur du royaume normand. Alors en fait, le transfert premier du pouvoir comtal de Calabre en Sicile, il s'explique eh bien, à la mort de Roger Ier par la période de régence, puisque eh bien, à sa mort, la position de régente de sa femme est délicate. Elle va chercher appui parmi les fonctionnaires grecs qui doivent tout au pouvoir normand, et donc devoir s'éloigner de l'ancienne capitale de Mileto, qui est une ville avant tout normande et féodale. On le verra dans une prochaine vidéo, mais il y a une volonté d'en faire une enclave latine et d'y retrouver bien quelque part un monde normand connu à Mileto. Et donc pour s'éloigner du monde normand, turbulent, eh bien les grandes villes grecques sont soit dans la Calabre du Nord, mais qui est proche du pouvoir ducal des Pouilles, ou sur la partie orientale de la Sicile qui sera choisie. Et donc ce mouvement sera continué par un comte, puis duc puis roi, Roger II, qui a été élevé en Sicile, qui jouit d'une position sûre et où en tant que suzerain exclusif, il possède de grands domaines bien plus riches, sur une île de toute façon à la vie économique beaucoup plus développée, donc plus riche elle aussi. Et cette île, ce qui est aussi important, eh bien, elle est une échappatoire pour les ambitions normandes, puisque plus proche de l'Afrique du Nord, que ce soit pour le commerce ou pour la conquête. Et donc Palerme, ville portuaire importante, ville plus ouverte, ville, comment dirais-je, en partie musulmane, devient donc la capitale. Quant au transfert du pouvoir ducal, maintenant royal, de la Pouille à la Sicile, eh bien, il consacre tout simplement le fait que le féal était devenu plus puissant que le suzerain et que le duc n'avait plus qu'une puissance théorique.
Le comte était le plus puissant en Calabre et en Sicile. À l'inverse de la Pruille, la conquête avait été centralisée autour d'une personne, remplaçant l'autorité précédemment existante, sans effritement ou déliquescence du pouvoir, avec des bases beaucoup plus solides qu'en Apulie, et où la féodalité est venue finalement par le haut de l'État et non le contraire. Il était donc normal que le pouvoir soit transféré vers la partie la plus stable et puissante, et donc de l'Apulie vers la Sicile. Oui, ici le très beau palais de la Zissa. Alors, quid de la Calabre royale, donc? Le royaume est unifié sans que la Calabre ne perde de son importance et sans qu'il ne lui en reste beaucoup non plus. La notion de Calabre, on l'a dit, elle est double, mais peu importe, pensons à la Calabre au sens large. Elle reste liée à la Sicile, et lorsque Roger II distribue les apanages à ses fils, il se réserve la Sicile et la Calabre, qui reste un lieu d'établissement de la noblesse. Néanmoins, sa participation au gouvernement diminue pour finir par ne plus rien représenter. La cour s'élargit à la mesure du royaume, les hauts fonctionnaires grecs s'effacent, et parmi les grands féodaux ou ecclésiastiques figurent peu de Calabrais, et elle finit par être reléguée au dernier plan à partir de 1160. Le château de Squillace. Conclusion. Voilà qui va nous servir d'introduction pour une Italie méridionale que nous allons parcourir en long, en large et en travers. La Calabre occupe une place certes originale, elle a permis la création du duché et la conquête de la Sicile, elle a été centrale dans l'émergence administrative comtale, mais reste en position trop fragile et structurellement trop pauvre pour conserver sa prééminence, et son rôle a été occulté par le faste palermitain. Elle a été, disons, un incubateur et joue un rôle au début prépondérant de par son caractère profondément hellène. Mais c'est aussi le problème d'une terre étrangère et structurée, avec un travail d'acculturation à mener, en plus d'être isolée et pauvre, là où la Sicile était riche et ne posait pas un problème d'acculturation, mais plutôt d'altérité avec la majorité musulmane. Il est beaucoup plus facile de gérer des gens qui sont différents de vous, plutôt que des gens qui ont une certaine proximité. Vous n'avez pas vocation à transformer, en tout cas pas de la même façon, des musulmans en chrétiens que des orthodoxes auxquels, en tant que cousins, vous devez laisser bien une certaine part d'autonomie. Nous nous sommes intéressés à sa conquête et nous resterons en Calabre et plus largement dans le sud pour y parler de la matière humaine qu'est la population grecque entre le temps byzantin et la fin du Moyen-Âge. Nous parlerons ensuite du sanfédisme, qui est largement calabrais, puis de la campagne napoléonienne en Calabre, et nous finirons par le brigandage post-unitaire plus large et méridional au sens étendu. Vous voyez, on fera un beau tour du propriétaire, et l'on a choisi pour le moment un sujet assez léger et vite traité, mais exemplaire du temps et du lieu, et surtout qui pose un peu les bases. Ça pourra sembler redondant, mais ça ne l'est pas, en tout cas je le crois. On a un thème au Moyen-Âge de découverte pour situer le cadre, puis un thème historique pour descendre en profondeur dans la population, puis la même chose à la fin du XVIIIe et au début du XIXe pour aborder la guerre et les transformations induites dans le Mezzogiorno par l'arrivée de la puissance française, un révolutionnaire et impérial. Plusieurs siècles après les Anjou dont on a parlé l'an dernier et les guerres d'Italie dont je ne pense pas parler un jour. Et donc on conclura avec un onanisme et découverte sur la réunification et ses effets dans l'Italie méridionale. Tout s'enchaîne donc, en tout cas je l'espère. Vous voyez ici le très beau château de Belfi. Alors, qu'en dire exactement pour le reste ? Il est toujours intéressant de se pencher en détail sur un lieu, sur un temps ou sur des hommes. Encore qu'il faut éviter de trop se pencher sur des hommes quand même. Alors, est-ce que l'on ressent vraiment un particularisme calabrais ? Peut-être, mais dans un travail de spécialiste par ailleurs, comme celui que j'ai utilisé. Sa spécificité grecque, on le verra, tient plutôt à la matière humaine. Sa spécificité dans la conquête normande, elle, est réelle, puisqu'elle est la première conquête vraiment planifiée. Elle entraîne un éclatement des titres et une féodalité d'un puissant comte qui se tournera ensuite vers la Sicile avant d'être duc et roi. Et elle a été un laboratoire administratif. Tout cela est indéniable.
Néanmoins, sa juste place presque, même si effectivement on ne peut pas présumer de ce qu'il aurait été historiquement sans la régence à la mort de Roger Ier, mais n'empêche que sa place, donc, considérant une démographie limitée, une économie en retrait par rapport à la Sicile, devient pendant longtemps, et peut-être même pour toujours, celle d'une région dans l'ombre, dans une Italie méridionale qui sera pendant des siècles, nous en reparlerons, une terra incognita, une terre méconnue, exotique et presque coloniale. De ce point de vue, eh bien, il n'y a pas de réel changement depuis la perte de la Sicile sous l'Empire byzantin qui acte une première rupture pour la Calabre, et une fois le contact renoué, c'est dans un monde transformé qu'elle réapparaît et sa place n'y est plus la même. Les Normands, en fait, n'y ont pas joué de rôle réellement important et ont peut-être même quelque peu retardé ce déclin en lui donnant à la Calabre, pour un temps court, une importance politique qu'elle n'avait jamais eue et n'aura plus jamais. Voilà pour ce soir. Nous en terminons avec bien ce que j'ai qualifié d'introduction générale pour situer un petit peu le temps et le lieu. Cette conquête normande de la Calabre n'est qu'un biais pour tenter de le faire, et nous allons aborder, je crois, jusqu'au mois de juillet, je crois que c'est juillet, peu importe, ou août, au travers de 4 vidéos, bien d'autres aspects du Mezzogiorno, et j'espère que eh bien, vous y trouverez dans l'une ou l'autre de ces vidéos quelque chose qui vous intéresse d'un point de vue chronologique, d'un point de vue géographique, voilà, d'un point de vue culturel, peu importe. Je pense qu'il y aura de quoi se sustenter dans toutes ces vidéos. Voilà pour ce soir. Alors, quid du programme par la suite? Alors j'allais vous accuser faussement d'être coupable du fait que la semaine prochaine, mercredi, je serais obligé de faire du gaming, mais en fait non, c'est l'absence de Pierre. Nous devions faire une vidéo, on va dire, de nos pires livres. Or il s'avère que Pierre est absent le premier, donc la vidéo a été décalée au 8, ce qui décale un petit peu tout le programme. Donc mercredi 1er, je n'ai personne, je n'ai rien, donc je ferai du gaming. Vendredi suivant, nous allons entamer une nouvelle partie sur Hearts of Iron 4 en anhistorique. Et puis dimanche, si je me souviens bien, nous parlerons des modérés d'Abel Bonnard. Voilà pour le programme de la semaine. Bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous permet un petit peu de situer géographiquement et temporellement là où nous sommes, puisque le mois prochain, nous allons plonger plus profondément dans l'anthropologie et dans les populations grecques pendant plusieurs siècles de cet espace géographique. Voilà pour ce soir, je vous remercie, et puis bien écoutez, je vous souhaite une excellente semaine. On se retrouve mercredi, encore une fois pour du gaming, j'en suis désolé, ça n'est pas le cœur de la chaîne, mais d'ailleurs j'en profite pour réitérer mon appel à toutes les bonnes volontés, hein, pour les gens qui souhaitent faire des réceptions, parce que moi je fais une semaine sur 2 des tier lists, mais les autres créneaux sont réservés aux réceptions. N'hésitez pas, voilà, encore une fois, moi c'est mon angoisse principale, hein, c'est vraiment la sollicitation des autres, c'est vraiment le plus difficile pour moi d'avoir une récurrence des intervenants. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une excellente soirée et on se dit à bientôt.